Bonjour tout le monde, la dernière vidéo c'était la théorie avec Vincent Mignereau et maintenant on va rentrer plus dans le faire avec Pierre 1911. Salut Pierre. Salut tout le monde, salut Olivier, très content de faire cette vidéo avec toi. Alors comment vas-tu? Je vais bien, j'ai eu quelques problèmes techniques qui étaient liés à un ingénieur du son assez... et voilà, c'est une petite blague entre Olivier et moi parce que ça fait la deuxième fois qu'on enregistre une vidéo. Alors je le taquine un peu d'entrée de jeu pour bien le mettre à Ah, l'aise. dès Et l'entrée, comme ouais, ça c'est c'est fait. c'est sympa, c'est sympa. Bon, Voilà, c'est fait. effectivement, je suis désolé, c'est la deuxième fois qu'on va se redire C'est tout pas ça, mais grave. c'est pas grave, on va Non, du tout, reparler, du on tout. va être sûr de ce que tu as dit la Exactement. dernière fois comme ça. Voilà. Voir même, peut-être que tu as gardé le premier enregistrement pour voir si je racontais toujours bien la même Ouais, chose. bah ouais, Mais bon, ça sera la pour être surprise. sûr. Alors, est-ce que pour toutes celles et tous ceux qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter, présenter Caro et présenter votre projet? Alors, je m'appelle Pierre 1911, j'ai 50 ans passés. Ça fait 10 ans que je traite en fait de l'autonomie. J'ai eu 3 lieux différents. Là, à l'heure actuelle, depuis quelques mois, très récemment, nous nous sommes installés au nord d'Ordogne pour mettre en place en fait un projet qui est le plus ambitieux de tous ceux que j'ai fait pour l'instant. On est installé sur 15 hectares et on part en fait en agricole. Donc je suis installé ici et du fait des circonstances que l'humanité connaît au moment où nous tournons cette vidéo, à savoir les conséquences du Covid, enfin c'est les premières conséquences du confinement et tout ça. Caro est très présente, Caro qui est ma compagne, elle est très présente en fait sur le projet. Et on va voir, en fait, on est en train de voir comment, comme certainement des milliers et des milliers de personnes, ce Covid et ses conséquences va avoir en fait des conséquences sur notre vie, y compris sur des choses auxquelles, même si nous pensions être préparés, nous n'étions pas vraiment en fait pour ça. Voilà. Alors, avant de rentrer justement dans le détail de ton projet, de l'autonomie, du Covid, etc., est-ce que tu veux bien parler un petit peu du passé? Quel a été ton déclic pour passer de ta vie d'avant, donc tu étais dans une vie de cadre, hein, on peut le dire, à la Mhm. vie d'aujourd'hui, donc dans l'autonomie, dans la nature? Alors, en fait, c'est une question sur laquelle j'ai un peu du mal à répondre parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a été une très longue transition. J'ai été chef d'entreprise et comme beaucoup de mes contemporains, j'étais dans le système de carottes. C'est-à-dire que ben voilà, je bossais comme un fou toute l'année et j'essayais de m'octroyer une à deux parenthèses dans l'année où j'allais à l'autre bout du monde en me disant je l'ai bien mérité parce que j'ai travaillé comme un fou tout au long de l'année, donc je peux me permettre d'aller à l'autre bout de la planète, faire de la plongée, tout ça. Et le premier choc, je me le suis pris en fait à la naissance de ma fille et où je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de partager des choses avec elle, j'avais envie de passer du temps, et entre autres pendant les vacances. Et c'est là où j'ai commencé en fait à voyager avec elle et avec sa mère, mais on s'est très vite séparés. Donc j'ai continué à voyager en tête à tête avec ma fille. Et une des anecdotes, c'est que on s'est mis à voyager en vélo couché. On a fait le tour de Cuba en vélo. Elle avait 18 mois, mais ça j'étais avec sa mère. Et après j'ai fait du kayak d'expédition et nous descendions la Loire. Je lui expliquais pourquoi il y avait des gens qui avaient tendu des filets. C'était des scientifiques qui essayaient de voir la migration de certains oiseaux qui sont très rares, qui niche en fait dans les parois abruptes de la Loire. Et ce même jour-là, on a stationné notre kayak d'expédition parce qu'on était parti pour 15 jours quasiment en fait sans avoir affaire en fait à la civilisation. Il fallait qu'on refasse un plein de nourriture et on s'est mis sous un pont. Et là, j'ai dit à ma fille Lilou, tiens, regarde, c'est le premier écrevisse que tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que cet écrevisse, le premier qu'elle voyait, il était posé sur un guidon de mobilette qui était en train de vomir tout l'essence qu'il y avait dans le réservoir parce qu'elle avait été volée et jetée dans la Loire. Et ça a été une image détonnante où je me suis dit, mais tu es en train d'essayer d'apprendre à ta fille quelle est enfin, ce que peut être la nature. Et je me rendais bien compte déjà par mes observations terrain qu'il y avait une différence par rapport à ce que moi j'avais vécu quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi, voilà, enfant.
Et c'était voilà, c'était des chocs saisissants comme celui-là qui se sont multipliés. Ensuite, il y a eu un deuxième point important, c'est lorsqu'en fait, avec ce qui allait devenir en fait la mère de mon fils, nous avons acheté une maison en banlieue de Lyon, volontairement avec du terrain, parce que elle, étant médecin, elle prônait en fait une médecine complètement douce. Et on a commencé en fait à traiter de la question de la résilience alimentaire, à faire des essais et tout ça. Donc ça a été un immense terrain de jeu sur lequel j'ai commencé à développer le fameux blog Pierre 1911 où j'ai documenté un maximum de choses. Donc, et c'est là où c'est dans ce cadre-là que mon fils est né et où on a essayé en fait d'avancer sur ce sujet-là ensemble. Donc c'est voilà, c'est mes enfants qui ont beaucoup tiré. Après, ce que je remarque, c'est que il y a une culture aussi familiale qui a favorisé tout ça, avec une vie à la campagne, avec beaucoup d'interactions avec des agriculteurs ou des gens qui étaient en rapport avec la terre, où j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là, en participant en fait à des actions dans des fermes, en aidant beaucoup mes oncles, ma famille qui était là-dedans. Donc je me rends compte aussi des deux côtés de ma famille, même si on a le côté ils étaient plutôt commerçants, mais qui venaient d'un monde paysan, qu'il y avait je vais utiliser un mot anglais, mais un background hyper important, une culture agricole qui était hyper importante. Voilà. Et je me sers de tout ça, c'est-à-dire que je me sers aussi bien de ce que j'ai vécu dans le voyage qui a amené les premières réflexions sur l'autonomie, avoir très peu de choses, ce qui s'est passé dans ma jeunesse et les liens que je peux avoir avec des territoires et des personnes sur la question en fait agricole, et dans mon ancien métier de dirigeant d'entreprise, le côté entrepreneurial, de gestion en fait ouais, d'entité, comme on dit dans l'ancien monde de business unit. Et puis plus spécifiquement à mon métier d'informaticien, de tout ce qui est organisation de projets transverses, avec des questionnements profonds sur ce qu'était le besoin. Et je me sers vraiment de tout ça. Ça peut paraître très éloigné, mais en fait, ça se concentre très très bien et c'est très bien représenté dans l'action que je mène, dans les actions que j'ai menées avant et dans l'action que je mène en fait aujourd'hui. Et du coup, là, aujourd'hui, donc tu travailles sur ce terrain pour travailler sur ton autonomie. Ouais. Est-ce que tu veux bien décrire un petit peu quelle est ta vie d'aujourd'hui? Quelle est ma vie d'aujourd'hui Je verrai plus tard. Ma vie d'aujourd'hui, elle est extrêmement frugale. On vit dans une caravane, volontairement. On a choisi volontairement en fait un terrain où il n'y avait rien dessus. Donc on a des terres agricoles, un petit morceau en fait qui peut être construit, des étangs, de la forêt. Alors c'est pas rien, hein, forcément c'est déjà extrêmement riche au niveau naturel, au niveau biotope et tout ça. Mais on est parti d'une copie blanche parce que l'objectif, c'était de prouver que dans un temps limité, en étant très motivé, très 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 motivé, en ayant de l'expérience ou en suivant un fil rouge, l'expérience faisant le fil rouge pour moi, mais ça peut être transposé en fait à d'autres personnes, eh bien on pouvait construire un modèle de très grande résilience et que ce modèle de résilience, en fait, il était réplicable. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place aujourd'hui sur 15 hectares, tout en montant une ferme agricole qui a pour vocation d'être aussi un centre de documentation, un centre d'expérimentation, un centre de transfert de savoir, tout en numérique pour l'instant, et gratuit, je précise, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent s'inspirer en faisant exactement la même chose ou en faisant tout le contraire de ce qu'on essaye en fait de démontrer. Voilà. Je te J'ai laisse une mouche boire. qui veut être... Ouais, merci. Vas-y, continue, Olivier. Pas de problème. Moi, je bois un coup. Donc en termes de travail, je sais que tu travailles beaucoup et que tu as donc beaucoup d'activités à la fois donc sur ta ferme et puis dans la communication en ligne, etc. Est-ce que tu veux bien, oui, redire rapidement la quantité de travail que tu abats? Alors, la quantité de travail quand on est sur un projet d'autonomie, elle est forcément immense. Parce que le modèle fonctionnel, je précise bien fonctionnel, c'est un peu la ferme du fin du 18e, fin du 10e, non, 19e, pardon, fin 19e. Et il faut bien comprendre qu'en fait, que les fermes qui étaient 6 sur 10 hectares, elles étaient passées depuis 5 ou 6, 7, 10 générations.
et qu'elles avaient évolué avec le temps, mais que chaque génération avait amené sa pierre à l'édifice de l'outil, en retirant des pierres dans certains terrains, en y plantant en fait un certain nombre d'arbres. Et là, d'un seul coup, nous, il faut qu'on fabrique tout en accéléré. Alors forcément, la quantité de travail pour avoir la même chose, elle est phénoménale. Alors après, on ne va pas se le cacher, on utilise du pétrole, on utilise en fait un certain nombre de choses. On a des connaissances que eux n'avaient pas, qui étaient plus intuitives peut-être, mais aujourd'hui, scientifiquement, on sait où on peut aller. Il y a des techniques nouvelles qui ont été mises au point. Il y a des variétés nouvelles aussi qui sont là, des sélections qui ont été faites. Donc il y a des accélérateurs, il y a des moyens différents pour obtenir en fait des résultats qui sont plus rapides et parfois avec des quantités qui sont meilleures. Parfois, ils étaient meilleurs que nous sur certaines quantités. Bon, bref, parce qu'il y a des savoirs qui se sont perdus. Donc, ma quantité de travail est forcément colossale. Pourquoi? Parce que cette couche donc de construction d'outils où à chaque fois que je crée un atelier, par exemple, je vais créer un poulailler, je vais mettre des poules dedans. Bon, ben, ça a coûté, par exemple, cette quantité d'unités de valeur, de travail, de finances. Et donc, pour maintenir en fait cet atelier poule et l'exploiter, il va falloir en fait que j'ai, alors c'est pas belliqueux, je représente peut-être mal, il va falloir en fait la même quantité de travail pour le maintenir et pour l'exploiter. Voilà. Et nous, le truc, c'est que on essaye toujours d'avoir un quantitatif qui est représentatif de ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire des calculs en disant qu'on a semé 10 haricots, 10 plants de haricots, et en disant, bah, du coup, la production, elle va être tant. Non, on va planter 100 mètres de haricots pour pouvoir affirmer qu'on ne va pas tomber sur un plafond de verre, on ne va pas tomber sur un effet de seuil, et que donc l'expérience qu'on mène, si elle peut être reproduite en fait à des échelles avec certains facteurs, mais que déjà à l'échelle où on l'a fait, elle valide le concept. Alors forcément pour deux personnes, alors que le projet que moi je mène, ce serait plutôt dans l'idée de pouvoir subvenir aux besoins de 6 à 8 personnes, deux adultes, deux enfants, et puis après des seniors, voilà, et qui sont plus ou moins capables d'amener des choses en fait complètement différentes, et pas forcément que de la force physique hein, dans ce type de projet. Forcément pour nous, qui sommes que deux, voire à la base en fait j'étais tout seul, puisque Caro avait un emploi, et ben forcément la quantité de travail elle est colossale parce qu'on essaye de produire pour 6 8 alors on est que deux. Donc déjà première chose. Et je suis tout seul pour le faire. La deuxième chose c'est que la communication, bah, ça demande énormément de temps. J'estime que ça me prend à peu près 30% de mon temps. Donc c'est une surcouche qui est là, qui n'a rien à voir dans un projet en fait d'autonomie parce que ça n'a pas de sens qu'il y ait plein de gens qui fassent ce que je fais en matière de la communication. Peut-être que ça serait bien qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Je n'y verrais pas une concurrence. Je trouverais ça même intéressant que d'autres essayent de faire ça. Bon, pour l'instant, a priori, ça n'existe pas. Celui qui s'y rapproche peut-être le plus, c'est ma ferme autonome, mais d'une certaine manière, il a une approche un peu différente, même si je pense que les objectifs sont assez proches. Donc du coup, en fait, cette charge de travail de communication, tant en fait de réalisation de support que de communication avec les gens qui nous suivent sur Internet, eh ben, c'est énormément de temps. Et puis il y a des choses que je fais à des fins purement pédagogiques, comme par exemple là, on a monté un mandala avec 18 buts. En soi, nous, on n'en avait pas besoin du mandala. On l'a fait uniquement pour des raisons pédagogiques. Donc on construit aussi des outils et ces outils-là, bah, ils nous prennent énormément de temps. On a bossé plus de 2 mois sur le mandala pour pouvoir faire 18 buts de 3 tonnes chacune. Donc c'est énormément de temps qui est séquestré là-dedans. Et tout ça, bah, ça fait une charge de travail énorme. Après, enfin, moi, je m'en plains pas du tout. Et je sais que voilà, c'est normalement éphémère. Après, bon, je relativise un peu le côté éphémère parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis sur ce rythme-là et peut-être aussi que c'est un rythme qui me correspond personnellement. Mais je suis très critique avec moi-même là-dessus et j'alerte les gens que certes, c'est vraiment un très très gros travail, mais ils ne seront pas obligés de faire comme moi, de se taper des semaines à 100 heures. Par contre, de se dire qu'ils feront tout en travaillant, ils feront la même chose en travaillant 20 heures par semaine au départ pour lancer un projet aussi ambitieux, non, ça ne marchera pas. Quoi. Justement, est-ce que ce travail-là que tu fais, tu dirais que tu le fais
Par passion, par peur de quelque chose ou un peu des deux? Alors oui, par passion, mais avant tout par nécessité. En fait, moi, ce qui m'a mis comme je l'ai expliqué en amont, ce qui m'a mis en mouvement, c'est vraiment ce que je découvrais à travers les yeux de mes enfants, en essayant de leur transmettre des choses et en voyant que finalement, eh ben, je pouvais pas, je partais, enfin, la matière que j'avais pour essayer de leur transmettre des choses n'était pas la même que moi, ce dont j'avais bénéficié. Donc ce décalage déjà m'a mis une grosse claque. C'est forcément j'ai peur et il faudrait être fou pour pas avoir peur de la situation actuelle. Qu'on remonte en fait au rapport Meadows qui date de 1972, ou plus récemment en fait ce que les collapsologues et les gens qui étudient la théorie de l'effondrement, comme Vincent que tu as cité, avec qui je travaille beaucoup, tous ces gens-là, ils ont illustré par des propos scientifiques que on allait vraiment en fait dans le mur. Hein. Le rapport Meadows 72, il l'expliquait très clairement. Et le Covid-19, eh ben, il est le porte-parole de ce truc-là, quoi. Enfin, il montre la fragilité extrême de ce monde-là, que la non-soutenabilité du modèle, et qu'il va falloir en fait changer de logiciel. Donc, on en reparlera certainement à un autre moment dans la vidéo, mais c'est que même, comme je disais tout à l'heure, même nous qui pensions être très près, mais beaucoup de gens estiment que nous étions certainement les personnes les plus à même d'être autonomes, enfin, de prendre la vague, de prendre une vague. Bah, même nous, on a été très très ébranlés par la situation. Après, moi, c'est vraiment la notion écologique qui a commencé par me mettre en mouvement avant toute chose. Et la question de la justice, au sens très très large du terme, la notion d'équilibre, la notion d'être en accord avec soi-même, avec les valeurs. Et je suis assez d'accord avec la phrase que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défendons. Et je trouve que c'est assez juste, on fait partie du truc, même si on est des gros prédateurs et des gros sagouins. Je parle de l'humain en règle générale. Hein. Bon, bah voilà, on fait partie du truc et il y a cette partie de moi qui a concrètement pas envie de mourir qui va mourir, mais qui veut mourir dans de bonnes conditions, à avoir en fait entre le moment du début et le moment de la fin, des choses vertueuses et qui ne veut pas laisser, si possible, une situation pire que ce qu'elle a pu être en fait quand on est venu sur Terre. Tu en as déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la vidéo. Le Covid, le coronavirus a changé des choses, c'est sûr, dans la société. Est-ce que ça a également changé des choses dans ta tête et dans ton projet? Alors complètement, complètement. Je dois dire que voilà, 3 semaines avant le confinement, nous avons été conviés par Pablo Servigne à une réunion où nous étions, où il y a à peu près 75 personnes qui étaient là pendant tout le week-end, à peu près 50 le samedi, 50 le dimanche. Il y avait un pessimisme général qui était très très fort. On a un peu parlé du Covid, mais on sentait qu'il y avait quelque chose, un espèce de bruit de fond qui grondait de manière plus en plus fort. Et le fait que, même si chacun de ces personnes ont des approches différentes prédisent des choses, enfin, ils prédisent pas justement, mais ils disent qu'en fait il y a un potentiel de catastrophe avec parfois des différences notables. Ils sont quand même, tout le monde était assez d'accord pour dire que voilà, la situation était grave mais d'une manière générale, voilà. Et on a été tous surpris. Et d'ailleurs, c'est facile de le voir. Pablo a écrit à ce sujet-là. On a été quand même assez tous très vite surpris dans la manière où les choses ont dévissé. Alors, est-ce qu'on est dans un effondrement ou pas, où on est en début, ou c'est qu'une crise? C'est pas à moi de répondre à cette question. Eux, ils disent que c'est pas eux non plus, et je les comprends, que c'est plus aux historiens. Mais néanmoins, en fait, il y a eu une claque monumentale. On prend par exemple la question de. Aujourd'hui, il y a 3 restaurants sur 4 qui disent qu'ils ne vont pas redémarrer. On sait que le tourisme, c'est 25% en fait, du PIB. La Lufthansa vient d'annoncer qu'il supprimait plus de 10 000 emplois. Air France a dit qu'il ne redémarrait pas normalement et sans qu'on les aide avant 2022. Ce matin encore, j'écoutais la France Culture.
Il y avait une représentante des intermittents du spectacle qui disait que, bah, voilà, il faisait le même constat. On n'aura certainement pas les infrastructures pour accueillir de nouveau les touristes. On aura certainement beaucoup moins de touristes parce qu'il y aura une récession mondiale qui va faire qu'en fait que